Bienvenue à ce magazine. L'invité, comme d'habitude, les grands événements au niveau continental et mondial appellent ou nous obligent à faire parler les experts dans les différents domaines, l'actualité chez nous en Afrique, au Congo et ailleurs. C'est la signature de cet accord de principe à Doha au Qatar, un tournant diplomatique majeur. Cet accord qui était très attendu après le rendez-vous de Washington, un document signé porteur d'espoir pour les uns et sujet d'inquiétude pour d'autres. Évidemment, quels sont les véritables enjeux derrière cet accord et qui y gagne, qui y perd et surtout que cache le langage diplomatique utilisé dans le texte signé entre le représentant de la RDC, du gouvernement bien entendu, et les terroristes du M23 qui occupent une partie de la République, surtout dans la partie orientale. Cette question vaut son pesant d'or en cette période et pour en parler, un homme au cœur de plusieurs négociations régionales et internationales. Il a une expérience avérée en la matière. Léonard Shewki-Tundu Lundula, ancien vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, de l'intégration régionale et dans les temps, la coopération internationale était également dans ses attributions comme ministre qui est passé par ce portefeuille et aujourd'hui député national élu de Lumumba-Ville, oui, le fief de Patrice Emery Lumumba qui totalise 100 ans dans l'au-delà depuis sa venue au monde, sa carrière, même sa lutte pour l'indépendance de ce pays. Décryptage, analyse de ce sujet avec vous, Léonard Shewki-Tundu, bienvenue. Merci. Alors, la toute première question, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a-t-il franchi la ligne rouge qu'il ne voulait pas franchir à travers la signature de cet accord de principe à Doha? Non, je crois qu'il faut partir d'une certaine évidence. Face à l'agression dont la République démocratique du Congo continue à être l'objet actuellement, il y avait deux solutions. Ou bien une riposte militaire, ou alors on choisit la voie pacifique, en l'occurrence diplomatique. Alors, un consensus, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, s'est dégagé à la fois sur le plan interne et sur le plan international pour éviter la riposte militaire, vu les conséquences dévastatrices que ça pourrait provoquer à la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan matériel. Donc il ne restait plus que la voie pacifique. Et là, il faut quand même vous rappeler le fait que nous sommes l'objet d'une agression. Et je le répète encore une fois, qui a été opérée de deux manières. À la fois indirectement, par la sous-traitance du M23, et puis directement par le franchissement des frontières internationales de la République démocratique du Congo par l'armée régulière rwandaise. C'est comme ça qu'il faut considérer les choses. Bon, et partant de là, aujourd'hui, puisqu'on a choisi la voie pacifique, pendant que nous négocions avec le véritable agresseur, qui est le Rwanda, on ne peut plus aujourd'hui ignorer le fait qu'il y a une autorité de fait qui administre aujourd'hui les deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une autorité de fait, le M23, aujourd'hui. Par conséquent, on ne peut plus, à la demande même de la communauté internationale, ignorer ce mouvement. Tout en ne le reconnaissant pas, mais nous devons nous rendre à l'évidence que c'est un occupant de fait qui dispose du monopole de la violence, cette fois-ci illégitime, parce que ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une entité étatique, mais c'est plutôt un groupe non étatique, sub-étatique, donc un groupe armé. Bon, et c'est pour cela que, après le processus de Washington, qui aboutit à l'accord du 27 juin, il fallait maintenant engager des pourparlers avec le M23, mais
Au fait, le président de la République a coupé la poire en deux. Première chose, il n'était pas question que le gouvernement de la République soit l'interlocuteur de ce sous-traitant de l'agression dont la République démocratique du Congo est l'objet. Parce que l'agresseur, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Oui. Mais, puisqu'il faut nécessairement parler avec celui qui occupe de fait deux provinces importantes de l'Est de la République démocratique du Congo, on a accepté quand même de prendre langue avec ce mouvement, mais en rabaissant le niveau des interlocuteurs. C'est pour ça qu'on a désigné les experts qui représentent la République démocratique du Congo lors de ces pourparlers. Oui, c'est ça la question. Le chef de la délégation, c'est le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Non, il y avait deux ministres qui étaient représentés à Doha. Le ministre rwandais, et de l'Intérieur aussi, et notre vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Mais les deux ministres étaient simplement observateurs. Ils ne participaient pas aux négociations. Ça, il faut bien le rappeler. Donc, ce n'était pas de négociateurs. Ils étaient uniquement observateurs. Voilà, parce qu'effectivement... Donc, le Rwanda, plutôt ici, le M23, n'est pas légitimé par le pouvoir de Kinshasa. Non, on n'est pas légitimé comme un interlocuteur étatique, mais comme un groupe armé qui occupe de fait deux provinces importantes du pays. Par conséquent, on ne peut plus l'ignorer. Donc ici, c'est pour ça que j'ai dit, effectivement, le président de la République ne voulait pas prendre langue au niveau gouvernemental avec le M23, parce que, je vous rappelle encore une fois, il y a deux éléments importants que l'opinion doit savoir. Le M23 a été complice de l'agression de notre pays. Premier reproche qu'on lui fait. Deuxième reproche, c'est la violation de la Constitution de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens n'en parlent pas, mais l'article 52 de la Constitution stipule que le peuple congolais a droit à la paix et à la sécurité. Et qu'aucune personne, aucun groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire de la République démocratique du Congo pour menacer l'État congolais. C'est ce que le M23 a fait en occupant une partie du territoire. Donc il y a une infraction extrêmement grave par rapport à la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que le chef de l'État, s'il a fixé cette ligne rouge, ce n'était pas pour rien. C'est à cause de ces deux charges qui pèsent lourdement sur celui qui a servi de bras armé pour l'agression de notre pays, pour le compte du Rwanda. C'est pour cette raison. Alors, vu le fait qu'on a opté pour la solution pacifique, le président de la République a finalement accepté qu'il y a une délégation qui a rencontré le groupe armé en question, mais à un niveau qui correspondrait effectivement à l'importance de ce mouvement. Voilà où l'on en est aujourd'hui. Une précision, détail. Voilà. À Doha, ce sont les experts, Jacquemain Chabani et son homologue rwandais, n'étaient que des observateurs. Voilà. Précision, détail. Choki Tumdu, au-delà de sa carapace des diplomates, c'est un juriste. Une précision, détail. Mais si tel est le cas, pourquoi cette agitation quand on entend même les instruits qui disent que maintenant Tshisekedi vient de légitimer le M23 et l'AFC? Non, pas du tout. Il n'y a aucune légitimation, mais nous avons opté pour une solution pacifique. Qu'est-ce que ceux qui aujourd'hui disent cela auraient voulu qu'on fasse? Est-ce que finalement on laisse tomber la voie pacifique et pour qu'on utilise l'armée pour bouter M23 hors du territoire de la République? Alors que déjà, aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a des millions de personnes déplacées qui sont aujourd'hui non seulement à l'intérieur du pays, dans des conditions indicibles, mais aussi qui sont réfugiés dans les pays limitrophes. Et sans compter toutes les souffrances que subissent aujourd'hui les populations dans les territoires occupés. Donc à partir de là, inévitablement, il fallait prendre tous ces paramètres en considération avant de prendre une décision. Donc il n'est pas question ici de céder quoi que ce soit, mais c'est de la réelle politique
pour enfin obtenir l'appui de la communauté internationale afin que nous trouvions une issue favorable qui puisse procéder, aboutir au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Alors, il se pose un problème, la fin des hostilités ou la mise en œuvre du cessez-le-feu qui est l'élément principal également, l'un des éléments principaux de cet accord. Alors, après signature de l'accord des principes à Washington, et même la signature de l'accord de paix, vous aviez suivi la partie rwandaise, il disait le retrait, je n'emprunte pas son expression, le retrait des troupes de l'armée étrangère, c'était conditionné par la neutralisation des FDLR. Ouais. Boulos avait rapidement corrigé pour mettre les points sur les i. Mais juste samedi, après la signature de cet accord, l'un des représentants du M23 a dit qu'il n'est pas question du retrait. Alors, comment trouvez-vous cette déclaration? Est-ce qu'elle est de bonne foi? Quel espoir pour cet accord? L'espoir de paix. Alors, vous voyez encore une fois les rodomontades de ces deux partis. À la fois le gouvernement rwandais à travers le ministre des Affaires étrangères, qui, comme vous le rappelez très bien, avait contesté le texte même de l'accord qu'il venait de signer. C'est pour ça que le Massad Boulos l'a recadré. Parce que pour le ministre des Affaires étrangères rwandais, il voulait conditionner le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo par la neutralisation du FDLR. Et là, encore une fois, il faut vous rappeler que, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Boulos, ici, les accords doivent être conclus de bonne foi et même être appliqués de bonne foi. C'est ce qu'on dit en jargon latin, pacta sunt servanda. C'est-à-dire qu'il faut respecter la parole donnée. C'est très important. Mais là, juste après la signature de l'accord, c'était quand même une incartade et même un peu une rodomontade, effectivement, de la part du ministre des Affaires étrangères rwandais. Heureusement que Boulos l'a recadré. Encore une fois, ici, le chef de la délégation du M23 s'est comporté de la même façon après la signature de des déclarations de principe pour finalement contester l'obligation qui incombe au M23 de se retirer des zones qu'il occupe et de démanteler aussi les administrations parallèles qu'il a mises en œuvre. Là, je dois vous rappeler une chose qui est très importante, qu'il faut que l'opinion le sache. Ici, la feuille de route dans ce processus, c'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe permanent chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et là, comme je l'ai rappelé l'autre fois, il y avait des obligations qui incombaient respectivement au Rwanda, à la République démocratique du Congo et en même temps au M23. Donc les trois protagonistes au conflit. Concernant le Rwanda, c'est toujours bien de marteler là-dessus, il a été fait obligation au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo sans condition et immédiatement, et ensuite cesser tout appui au M23. Et pour le M23, il était question de se retirer des zones qu'il occupe et en même temps de démanteler les administrations parallèles qu'il a mises en œuvre. C'est tout à fait clair. Et après ça, il y a eu l'accord du 27 juin dernier. Sans oublier que, concernant la République démocratique du Congo, effectivement, il nous incombait, nous, de procéder à la neutralisation du FDLR. Alors, la déclaration de l'accord du 27 juin, ça rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc 2773. Vous êtes dans la lecture du langage diplomatique du texte et de Washington et de Doha. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation. Tout le monde veut interpréter ce texte. Il faut qu'on explique comme il faut. Et vous voyez, l'accord de 27 juin reprend les termes
de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et d'ailleurs, dans le préambule, il est très bien dit qu'on faisait référence à cette résolution qui est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une véritable feuille de route. Ça a été marqué dans le préambule de l'accord, et comme vous savez, le préambule fait partie intégrante, c'est au fait le bloc de conventionnalité de l'accord. C'est très important. Donc, ça, c'est une chose qui est très, très importante. Alors maintenant, avec l'accord, la déclaration de principe, parce que là, encore une fois, le modus operandi est presque la même chose. Avec le Rwanda, on a commencé par la déclaration de principe, et puis ensuite par l'accord de paix qui a été signé par les deux ministres respectifs des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera la même démarche, la même procédure avec les terroristes de M23 à Doha? Tout à fait. Il faut voir, c'est-à-dire à deux niveaux différents. C'est-à-dire là, c'était deux États qui sont protagonistes au conflit, et puis il y a un sous-traitant qu'on ne peut plus ignorer parce qu'il occupe, comme j'ai dit tout à l'heure, une situation de fait dans les deux provinces actuellement, donc on ne peut plus l'ignorer. Alors, mais on entre pour parler avec le M23 au niveau qui est le sien. C'est comme ça, en lui envoyant effectivement des experts. Mais alors, après... cette déclaration-là, encore une fois, c'est très important. D'une part, on fait référence dans les principes de la résolution 2773 qui doit être respectée, c'est très important. Il ne faut pas oublier que le médiateur lui-même est membre permanent du Conseil de sécurité et puis la plus grande puissance diplomatique du monde. Et ça, c'est très important, il ne faut pas prendre à la légère. Donc c'est aussi en tant que, non seulement dans les cadres bilatéraux entre nous et les États-Unis d'Amérique, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un membre prééminent parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce n'est pas n'importe quel membre, et c'est très important de le rappeler. Donc on ne pouvait pas ne pas faire référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça a été rappelé dans la déclaration de principe qui a été signée tout récemment. L'autre élément important qu'il faut ajouter, c'est que cette déclaration de principe stipule très bien que les négociations avec le M23 s'inscrivent dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc on ne peut pas ignorer l'accord de paix qui a été signé le 27 juin de 2025 entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors on peut considérer que le futur accord de Doha serait, on peut dire, une sorte de sous-ensemble de l'accord de paix signé donc, à Washington. Voilà. Mais ce sont au niveau des experts, donc représentants des terroristes, des experts du gouvernement congolais, mais au mois d'août, ça sera des négociations entre toujours les experts du gouvernement congolais et les terroristes, ou entre le gouvernement et les M23. Non, c'est toujours les experts. Ce sont les experts qui vont représenter le gouvernement. C'est important de rappeler. Mais je alors, dis, là, vous savez, le président Tshisekedi, il reste dans sa logique, n'est pas franchir la ligne rouge. Oui, faisons un peu du droit comparé. Regardons, par exemple, vous savez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre en Israël. Mais malgré ça, le contact demeure entre Israël et le Hamas. Et toujours à Doha, au Qatar. Vous comprenez? Tout en bombardant Gaza, Israël maintient le contact. Encore une fois, ce sont des gens qui détiennent les otages, et le seul moyen de libérer ces otages-là, c'est de négocier avec le Hamas, même si il est considéré comme terroriste. Donc il faut bien comprendre. Donc ici, il faut bien ramener les choses dans leur contexte. C'est vraiment très important. Donc ici, il n'y a rien à craindre. D'une part, parce que... Aucune crainte à ce stade. Le texte de référence de la résolution 2773, on vient de rappeler le terme important. Et ensuite, il y a le fait aussi que l'accord, la déclaration de principe qui vient d'être signée
entre les experts de la République démocratique du Congo et le M23 stipule très bien que les négociations qui vont commencer maintenant, parce que en principe, à partir la déclaration stipule que d'ici le 29 juillet, c'est la mise en œuvre de la déclaration de principe. À partir du 8 août, les négociations commencent afin d'aboutir à l'accord de paix. Et cet accord doit être signé le 17 août. Donc, vous voyez, le chronogramme est très bien précis. Bien avant l'Assemblée générale des Nations Unies, à ce que je sache. Ce n'est pas exclu, mais en même temps, je pense que la médiation aussi est très pressée pour retrouver un accord de paix le plus rapidement possible afin de mettre fin à ces conflits et qu'on revienne à l'essentiel, c'est qu'attend le peuple congolais, c'est-à-dire le retour de toutes les personnes déplacées, que ce soit à l'intérieur du pays ou de l'extérieur en tant que réfugiés, et en même temps commencer à s'occuper du développement économique de notre pays à travers la coopération que nous voulons aujourd'hui établir sur le plan stratégique, non seulement avec les États-Unis d'Amérique, mais avec tous les investisseurs potentiels qui veulent emboîter le pas aux États-Unis pour l'exploitation de toutes les opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. Et voilà. Il y a l'aéroport international que j'appelle Patrice Emery Lumumba. Ouais. Ici, on l'appelle Djili. Sur les Américains qui vont le construire. Et également, il y a le lithium de Manono et d'autres minéraux qui sont désormais la cible de Cobalt Metals, une entreprise américaine pas très loin de Bill Gates. Alors, Léonard Sekou-Kitundu, quelle est la contrepartie lorsque vous lisez la déclaration des principes qui est, on peut dire, un tenant lieu avant l'accord proprement dit, on peut dire même le reflet ou le miroir de ce qui sera fait en août. Alors, quelle est la contrepartie accordée au M23? Autrement, le M23 obtient quelle part, par exemple, après avoir fait pris Goma, Bukavu et tant d'autres localités? Bon, d'abord, sur l'accord, maintenant, on s'est mis d'accord sur un cessez-le-feu permanent. Vous voyez, le 23 avril dernier, c'était la déclaration conjointe entre le M23 et la délégation de la République démocratique du Congo. Là, il était question d'instaurer une trêve, une cessation provisoire des conflits. Mais cette fois-ci, dans cette déclaration, il est question d'un cessez-le-feu permanent pendant tout le processus de négociation qui va aboutir au 17 août, la signature de l'accord de paix. Bon. Mais ici, quand vous dites c'est qu'on accorde au M23, je crois que, là encore une fois, il faut chaque fois nous renvoyer à la résolution 2773. C'est très important. Parce que, concernant le M23, il est question de désengagement de ces forces, de la démobilisation et ensuite de l'intégration conditionnelle. Dans l'armée et dans l'administration. Dans l'administration. Oui. C'est conditionnel. Donc il y a deux choses qu'il ne faut pas séparer, qu'il ne faut pas confondre. Et le M23, la solution, ce sera dans le cadre, effectivement, de la démobilisation et intégration conditionnelle. C'est là, effectivement, la question. Mais ça sera au bon vouloir de Kinshasa, du pouvoir de Kinshasa. Au bon vouloir, mais on verra. C'est-à-dire, si une personne remplit les conditions qui sont effectivement posées, effectivement, il n'y aura pas de problème. Mais il y a d'autres personnes, effectivement, qu'on ne pourra pas. Parce qu'il faut bien savoir que pendant cette occupation, il y a beaucoup de crimes, beaucoup d'infractions qui ont été commises. Et les auteurs de ces infractions doivent rendre le compte. Ça, il ne faut pas non plus oublier. Donc, par conséquent, tout sera examiné au cas par cas, comme le stipule effectivement l'accord. Alors, Léonard Sekou-Kitundu, le Kigali a-t-il influencé les termes de la déclaration des principes? Est-ce qu'il y a quand même son ombre à Doha?
je voudrais également poser cette question. Le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, tel que mentionné dans l'accord de paix signé à Washington. Il est vrai qu'il y a des troupes de l'armée rwandaise sur notre territoire. Le M23 n'est pas seul. Alors, est-ce que dans la déclaration des principes de Doha, cela est mentionné de manière tacite ou indirecte? Dans l'accord de Doha, comme je vous ai dit, Oui. cet accord s'inscrit dans le cadre d'un autre accord qui est celui qui a été signé par le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est la déclaration de principe qui le rappelle. Donc, vous voyez, donc tout est vraiment... Ici, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment tout un processus de la mise en œuvre de la résolution 2773 pour finalement aboutir à l'accord de paix que tout le monde attend. Et pour ça, il y a des étapes qu'il faut parcourir. C'est pour cette raison, effectivement, qu'il y a eu la signature de cette déclaration. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Alors, pendant cette période de cessez-le-feu, les troupes de l'armée rwandaise sont encore chez nous en attendant l'application ou la mise en application de l'accord de paix de Washington. C'est une précision de taille, mais le rôle des puissances régionales ou des communautés régionales, on cite l'EAC, la SADC, l'Union africaine. Vous avez vu Samba Panza Catherine, et l'ancienne présidente de l'Éthiopie, à Kinshasa pendant un certain temps. Je crois qu'elle y reste encore. Et quel sera leur rôle selon ces déclarations des principes? À mon avis, ils interviendront en tant que de besoin. Mais pour l'instant, il faut dire que bon, la médiation américaine et qatarienne occupe une place vraiment prépondérante pour la conclusion de cet accord. Donc c'est tant mieux. C'est pour ça que pour nous, c'est nous qui sommes concernés par cette agression. Donc toute personne, toute organisation qui était en mesure de venir contribuer efficacement à la résolution de la crise était bienvenue. C'est pour ça qu'effectivement, on a accepté la médiation à la fois américaine, mais aussi qatarienne. Mais sans ignorer le processus formel, parce que les deux processus, que ce soit celui de Doha ou de Washington, c'est un processus informel, parce que ce sont deux chefs d'État qui, de leur propre initiative, ont accepté de contribuer. Le grand avantage dans ce processus, c'est que ce sont deux pays importants, à la fois dans les relations avec la République démocratique du Congo, mais aussi avec le Rwanda. Donc ils étaient vraiment très bien placés pour rapprocher les deux protagonistes au conflit. Donc ils jouent un rôle primordial, mais sans préjudice d'une intervention quelconque de la part des organisations régionales qui restent dans l'expectative aujourd'hui pour voir comment les choses vont se dérouler. Leur intervention sera opérée en tant que de besoin. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut faire confiance à la médiation qui est en train de faire un travail efficace, parce que comme vous l'avez remarqué, à la fois pour l'accord du 27 juin, mais aussi cette déclaration de principe qui vient de signer avec le M23, est saluée par le monde entier. Je crois que ce soit les Nations Unies, la communauté internationale dans son ensemble, et même quand même, je vois qu'à même à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de gens aussi qui considèrent que c'est une avancée considérable pour l'aboutissement de cette crise. Est-ce que le moment de la signature de cette déclaration des principes qui sera suivi de l'accord le 7 août, justement, est-ce que c'est un fait anodin ou c'est stratégiquement choisi? Autrement, est-ce qu'il y a des pressions, il y aurait des pressions internationales? Le Congo, la RDC, est membre non permanent du Conseil de sécurité, mais c'est membre non permanent du Conseil de sécurité qui est agressé par son voisin. Et puis, les enjeux géostratégiques cachés. Léonard Kitundu, on n'en parle pas, mais en sourdine, on est en train de percevoir quand même des signaux très forts. Quelle est votre analyse personnelle?
Mais moi, je pense que, prenons l'exemple des deux médiateurs, le Qatar et les États-Unis. Ce sont quand même deux pays qui sont intéressés par une coopération économique, commerciale avec la République démocratique du Congo. Donc là aussi, ils sont pressés. Et pour que cette coopération soit effective, il faut d'abord ramener la paix dans ce pays. Parce que on voit très mal comment les investisseurs, qataris ou même américains, puissent s'aventurer dans un pays où règne une situation conflictuelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis sont aussi membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est le Conseil de sécurité qui a pris la résolution 2773. Et là, je crois que sur le plan diplomatique, les États-Unis aussi sont en train de accomplir leurs obligations en tant qu'un grand responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc il faut saluer. Mais en même temps, je pense que aujourd'hui, là, la question effectivement de la coopération économique est fondamentale. Et là, le seul moyen de faire des affaires dans ce pays, qui est un pays continent, qui regorge de toutes les matières premières critiques recherchées actuellement dans le monde, et qui d'ailleurs dont dépend aujourd'hui même la survie de la planète aujourd'hui, je pense que tout le monde est pressé pour que ce pays retrouve la paix, pour qu'il soit la locomotive de l'Afrique, mais en même temps aussi qu'il puisse contribuer à la grande crise, même environnementale, qui menace le monde entier aujourd'hui. Et voilà, c'est l'un des créneaux du parti dont vous êtes le président, même l'autorité morale, le vert ou la gestion environnementale est d'une importance capitale. Et vous êtes l'auteur d'une proposition, la constitution d'une sorte de ce qu'on appelle cartel trilatéral, c'est-à-dire les trois poumons massifs de la planète, le bassin du Congo, l'Amazonie et l'Indonésie. Quand vous étiez vice-premier ministre, vous aviez proposé ça et l'idée avait pris corps. Mais nous revenons justement à cette déclaration de principe qui va vers la signature d'un accord de paix. Cheikh Kitundu, quels sont les atouts du président Tshisekedi dans tous ces processus? Et Washington et Doha, est-ce qu'il en sort gagnant? Il en sort privilégié? En tout cas, il faut dire que le président a été très bien inspiré. D'abord parce que pour la médiation américaine, par exemple, c'est à sa demande. Je ne pense pas du tout que les États-Unis, malgré leur importance, tout, et les informations qui sont à travers le monde, le président Trump ne s'était pas intéressé du jour au lendemain, comme ça, à la République démocratique du Congo. Non, parce qu'il a obtenu des sollicitations de notre président de la République. Donc là, durant son premier mandat, l'Afrique ne comptait même pas beaucoup pour voilà, lui. Hein. Donc là, je crois que le président de la République a fait mouche sur son intervention, ou son appel a fait mouche auprès des États-Unis d'Amérique. Et l'on voit, alors qu'à un moment donné, on a cru que le processus pour le recouvrement de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était carrément rentré en léthargie. On voit maintenant qu'effectivement, il y a un certain dynamisme que l'on voit, et ça, c'est l'initiative du président de la République. Deuxième chose aussi, en ce qui concerne le Qatar. Je rappelle que le président de la République est allé plusieurs fois au Qatar. Et là, encore une fois, le Qatar a des projets imminents d'investissement dans notre pays. Et là, c'est tout bénéfice, effectivement, pour la République démocratique du Congo. Non seulement nous pouvons tirer de toutes ces interventions le retour de la paix en République démocratique du Congo, qui est la condition pour l'attractivité de la République démocratique du Congo à l'égard des investissements qui sont en quête d'opportunités dans notre pays, où ce pays pullule de différentes opportunités dans tous les domaines. Parce qu'actuellement,
les gens sont focalisés uniquement sur le minerai, mais en tout cas, nous voulons maintenant atteindre l'autosuffisance alimentaire, garantir notre souveraineté alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, les produits alimentaires sont importés en République démocratique du Congo, c'est un scandale. Alors là, encore une fois, c'est une très bonne chose. Les infrastructures, ça va venir. Et vous avez parlé tout à l'heure en ce qui concerne l'aéroport d'Indjili. Là, ce ne sont pas des minerais, c'est quand même l'aéroport. Le Congo, ici, doit disposer d'un hub aérien qui puisse être vraiment le grand, la centralité dans le domaine aérien. Le Congo a cette vocation-là. Donc, et puis, encore une fois, l'aéroport, c'était un grand investissement au niveau de la création des emplois et dans d'autres domaines dont la République du Congo a besoin aujourd'hui. Alors, les atouts pour celui qui dirige maintenant la République démocratique du Congo, vous l'avez dit, il a été inspiré, et surtout, ça tombe à point de main avec cette diplomatie des affaires qui semble être l'une des priorités de l'administration Trump. Et nous sommes, donc les États-Unis misaient sur l'exploitation des minerais stratégiques en Ukraine. Et voulait bien que la guerre soit une page tournée, mais ce n'est pas encore le cas. Vous voyez que le Kremlin ne semble pas flexible. Alors ça tarde les choses. Apparemment, c'est le Congo qui devient une priorité. Le non-dit, c'est votre regard? À mon avis, parce que bon, comme vous voyez, la crise ukrainienne n'est pas arrivée encore à une situation où on peut trouver une issue, mais pour la République démocratique du Congo, je crois que les choses ont été très avancées, parce que bon, il y a les contacts à la fois entre le gouvernement de la République et le gouvernement rwandais, et maintenant, comme vous venez de le voir, nous avons aussi pris contact avec le M23 qui a agi à la demande du gouvernement rwandais, et avec tout ce qu'il y a comme chronogramme aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu d'être positif et même optimiste par rapport à l'issue de cette crise qui n'a que trop duré, afin que finalement on s'occupe du développement économique de notre pays. Donc pour les Américains, je pense que c'est aussi une grande opportunité, c'est même pain béni pour eux, parce que tout ce qu'ils pourraient obtenir en Ukraine, ils pourraient le trouver dans notre pays. Donc la question effectivement congolaise devient prioritaire, et surtout que, bon, il n'y a pas que la République démocratique du Congo, vous avez vu aussi qu'il y a 5 chefs d'État africains qui ont été reçus à Washington. Donc il y a un nouveau regard maintenant des États-Unis et du président Trump vers l'Afrique, ce qui est une très bonne chose. Mais le Congo, en Afrique, reste vraiment primordial aujourd'hui pour la diplomatie, non seulement classique, mais en même temps entrepreneuriale du président Trump pour le Congo. Alors, deux petites préoccupations avant de boucler. C'est donc la décision du président, cette initiative, vous l'avez dit, il a été inspiré, mais ça ne fait pas que des heureux. Certains se sentent frustrés. Vous voyez l'offre qu'il a amenée chez Trump. L'Union européenne ne voit pas ça de bon oeil. Bruxelles se voit marginalisée parce que l'administration Trump se montre un peu beaucoup plus égoïste. Et en Afrique également, vous voyez la froideur de certains chefs d'État. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas des jaloux qui vont lui mettre les bâtons dans les roues, et éventuellement la Chine, mais pas frustrer la Chine également? Non, là il faut quand même dire, pour la République démocratique du Congo, il est d'abord question de la diversification des investissements pour le Congo, c'est-à-dire on ne va pas simplement avoir affaire à un Congo uniquement extractif de ces minerais, mais le chef de l'État avait parlé de la revanche du sol sous le sous-sol.
Aujourd'hui, il faut voir autre chose, parce que ce n'est pas uniquement avec l'exploitation des minerais que nous allons donner du travail aux millions de sans-emploi qui sont en République démocratique du Congo, et même développer notre pays. Donc il faut diversifier les investissements. Deuxième chose, il faut multiplier les partenaires. Nous ne voulons pas être prisonniers d'un seul partenaire. Donc là, je pense qu'il n'y a pas lieu de craindre. Je pense que tous les investisseurs potentiels qui veulent venir créer des richesses, créer des emplois en République démocratique du Congo sont les bienvenus. L'arrivée des Américains, des entreprises américaines, ne compromet pas du tout notre coopération sur le plan économique avec la République populaire de Chine. De la même façon, il y a beaucoup, au contraire, je pense que l'accord la déclaration de principe qui vient d'être signée au lendemain de l'accord de paix que nous avons signé avec le Rwanda, au contraire salué par l'Union européenne, qui voit là, encore une fois, une opportunité importante pour permettre aux entreprises européennes de venir aussi profiter des opportunités qu'il y a dans notre pays. Donc tous ces partenaires, en tout cas, sont les bienvenus. Les religieux catholiques et protestants, c'est la dernière préoccupation, voient dans la déclaration des principes de Doha, ils voient en quelque sorte une brèche pour leur projet du pacte, comment on appelle ça, le pacte social pour le bon vivre ensemble, ainsi de suite. En tout cas, la proposition a été soumise au président de la République. On verra comment le chef de l'État va réagir. Mais en tout cas, s'il y a, j'ai entendu effectivement le clergé saluer la signature de l'accord de la déclaration de principe, parce qu'effectivement, là encore une fois, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, un consensus est dégagé pour qu'on trouve une solution pacifique et non pas militaire. Alors sur ce plan, effectivement, ça répond même aux recommandations actuellement du clergé. Mais pour la suite, comment... Parce qu'il y a peut-être deux choses qu'il faut distinguer. Il y a ces négociations à la fois avec le Rwanda et indirectement avec le... D'abord avec le Rwanda et indirectement avec le M23. Ces négociations portent sur l'accord de paix, qui est très important. Et ça, c'est dans le cadre du conflit qui nous oppose avec le Rwanda. Et bon, mais le rôle du M23 aussi, et ici ce que j'ai dit, j'avais même souligné dernièrement, le conflit qui sévit en République démocratique du Congo est d'abord un conflit interétatique. Parce que sans le Rwanda, il n'y aurait pas eu l'occupation de 2 territoires à l'est de la République démocratique du Congo. Le conflit interétatique. Alors, ce que nous allons signer le 17 août, c'est un accord de paix pour régler ce problème de l'Est. Alors maintenant, pour le reste, les propositions que font actuellement le clergé, je pense que la proposition a été soumise au président de la République, c'est à lui, en tant que garant de la nation, selon les attributions que lui confère l'article 69 de la Constitution, de trancher, d'élever l'option sur qu'est-ce qu'il peut y avoir pour parler à l'interne de notre pays, pour voir comment on peut régler certains problèmes qui se posent actuellement et dont on voudrait nécessairement aussi trouver une solution. Merci beaucoup Léonard Tchéoki-Toundou. Je rappelle que vous êtes ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères et vous êtes député national élu de Lumumba-Ville, dont le Sankourou. Merci de votre disponibilité. Il fallait vous écouter parce que les gens lisent le texte de la déclaration des principes, avec chacun avec ses lunettes. Il fallait écouter un diplomate. C'est très important. Il ne faut pas s'alarmer et agiter l'opinion parce que ce texte ne signe pas ou ne dit pas les requiem du pouvoir de Kinshasa ni la concession de la souveraineté nationale. Eh bien, il y a espoir à la demeure et portez-vous très bien. Au revoir.